Hello YouTube, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, grand délire, je vous emmène pour un voyage dans le monde des oiseaux. C'est une passion que j'ai depuis un moment, l'ornithologie, et en fait je rêvais d'avoir une personne pour nous en parler, pour vous faire découvrir, pour vous montrer pourquoi j'aime autant le monde des oiseaux et j'aime autant le monde de l'ornithologie. Et franchement, j'ai été gâtée, je dois vous dire, parce que Lionel, que j'ai donc invité sur le podcast, est vraiment la meilleure personne pour vous faire découvrir cette passion, pour vous faire découvrir cet univers qu'on connaît au final assez mal. Alors qui est mon invité du jour? Lionel Momary, qui est tout simplement la référence suisse du monde de l'ornithologie. Je dis la référence suisse parce que c'est littéralement lui qui a le plus d'oiseaux, on va dire, à son actif, qu'il a découvert, qu'il a repéré, qu'il a observé en Suisse. Donc vraiment, c'est une éminence dans le domaine en Suisse, mais en réalité, comme vous l'aurez compris, c'est une éminence à l'échelle mondiale dans le domaine. Au-delà d'être un ornithologue, il a créé plusieurs entités, notamment le Centre d'ornithologie de Lausanne, d'ailleurs que je vais mettre dans les liens de cet épisode, et puis également l'île aux oiseaux, un merveilleux endroit que je vous conseille de découvrir, également près de Lausanne, où il va redonner un espace à beaucoup d'espèces pour qu'elles puissent nicher sur place. Dans cet épisode, on a parlé du parcours de Lionel, de toutes les idées reçues sur le monde des oiseaux, sur le monde de l'ornithologie, pour comprendre qu'en fait, ce n'est pas un métier réellement, mais plutôt une vocation, un métier passion qui l'a emmené à faire de nombreux sacrifices, et notamment le fait de ne pas fonder une famille. Je remercie Lionel d'avoir accepté de passer ce temps avec moi. Et puis, je le remercie aussi parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'à la fin de cet épisode, on allait faire une petite session d'observation ensemble et c'était vraiment trop sympa. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Lionel Momary. Bonjour Lionel. Bonjour Pauline. Écoutez, je suis enchantée d'être avec vous et je vous remercie d'avoir accepté de venir me voir ici. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'être avec vous. Donc, c'est un plaisir pour moi aussi. J'ai plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous, mais je me suis dit que le mieux pour commencer, ça serait de revenir au démarrage, au début de votre vocation, de votre passion. Je sais que vous en avez déjà parlé à plusieurs reprises et je connais l'histoire, mais je veux bien pour les personnes qui nous écoutent que vous nous racontiez votre enfance et puis ce premier contact en fait avec le monde des oiseaux et de la nature. Alors ça a commencé très tôt, à l'âge de 6 ans, j'avais apprivoisé un rouge-gorge. Mais comment ça arrivé ça déjà vous un petit rouge-gorge comme ça. J'avais remarqué un rouge-gorge très peu farouche, donc il s'appelle le rouge-gorge familier, c'est pas pour rien en fait, il est très peu farouche. Et en fait, je lui avais lancé des petites miettes de pain d'abord, et en fait, il venait de plus en plus près, et finalement, il est venu de ma main. Et ça m'avait beaucoup marqué, donc j'avais sorti la caméra Super 8 de mon père, et puis j'avais commencé à le filmer en fait. Il venait à ma rencontre quand je rentrais de l'école, il était toujours dans son tas de bois. Et puis j'avais toujours des graines dans ma poche. Puis je l'appelais quand j'arrivais. Il avait un petit nom? Ça. Non, alors ça c'est un truc de fille, ça donner des noms. Non, il avait pas de nom, non. D'accord. Et vous l'appeliez, il venait à votre rencontre? Oui, tout à fait, ouais. Je faisais... Puis il venait. Et du coup, cette première rencontre, j'ai l'impression qu'elle a été très marquante dans votre vie. Et donc, vous avez continué à vous intéresser à la nature de manière générale, mais à l'ornithologie de manière plus spécifique à cause de ça? Oui, alors en fait, j'ai touché à tout. Hein, en fait, je pêchais aussi les poissons pour les filmer dans mon aquarium. J'allais pêcher les tritons aussi. J'allais attraper les grenouilles. Je capturais aussi les micro-mammifères dans mon jardin, enfin autour du jardin. Donc j'ai touché un peu à tous les domaines. J'élevais des tortues aussi, des tortues de Hermann. Donc j'élevais des salamandres dans mon jardin. Voilà, donc j'ai vraiment un peu tout fait ce qui touche à l'étude de la faune locale, si on veut. J'ai aussi eu la chance de passer une partie de mon enfance aux États-Unis où je faisais beaucoup de pêche. C'était toujours pour observer les poissons que je pêchais, les tortues que je pêchais, et les photographier. C'était sur la côte est à Princeton. D'accord. Donc le lac Carnegie. Qui a été un lieu d'étude et d'observation. Exactement, ouais. Donc oui, j'ai eu pas mal de chance de pouvoir un peu faire ce que je voulais, quoi, quand j'étais gamin.
Mais ce qui est drôle, c'est que souvent, quand on est gamin, comme vous dites, on adore la nature, jouer, rencontrer. Alors, plus d'après ce que je comprends, les petits garçons, de ce que vous me dites, que les petites filles, on pourra en reparler. Mais en gros, on adore comme ça aller à la découverte de la nature, mais souvent, avec le temps, ça passe. Oui, alors vous, ça n'a pas passé. On remarque très bien que chez les petits enfants, il y a cet intérêt naturel pour la nature en général, enfin pour les animaux surtout. Si vous montrez des poissons à un enfant, enfin il va être fasciné, quoi. Donc et puis effectivement, on remarque chez les petits garçons notamment vers l'âge de 11 ans comme ça, certains tout à coup c'est comme ils se déclarent comme ça à l'ornithologie, enfin ils sont complètement fascinés par les oiseaux. J'ai des mamans qui m'amènent leurs enfants en me disant mais je sais pas quoi faire avec, ils parlent que d'oiseaux, j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'ils veulent et tout. Et voilà, donc ça arrive vraiment que avec des petits garçons, effectivement à cet âge-là, c'est tout à fait étonnant. Ouais. Ouais. Et vous me disiez, vous savez pas vraiment expliquer pourquoi. Bon, pour moi, c'est un phénomène assez basique, c'est-à-dire que je pense que c'est quand même les mâles qui ont l'instinct de chasseur, quoi, à la base. C'est un petit peu, en tout cas, comme ça chez d'autres animaux aussi. Pas forcément chez tous, hein, mais je pense probablement chez l'homme c'était comme ça. Et donc souvent quand même, on grandit et puis on passe à autre chose parce que la vie fait qu'on passe à autre chose. Mais vous n'êtes pas passé à autre chose. Ouais, moi je suis resté un gamin en fait. Vous êtes resté un grand enfant. Voilà, j'ai jamais voulu passer le stade adulte, je crois c'est ça. Et ça a été une décision consciente de votre part. Enfin, c'était une décision où en fait vous êtes même pas posé la question. Non, j'ai pas besoin de me poser la question parce que pour moi c'était une évidence. C'est clair que j'avais cette passion en moi et je savais que j'en ferais ma vie, quoi. Donc après le problème pour moi, la grosse angoisse, c'était comment en vivre. Ouais. Donc c'était le gros défi que j'ai dû relever parce que la plupart de mes compagnons de route, ils faisaient autre chose, enfin ils abandonnaient, quoi, parce qu'ils voyaient bien que c'était pas possible de vivre de ça. Donc voilà, j'ai quand même assez vite compris. Bon, d'abord qu'il fallait que je fasse des études de biologie pour pouvoir la signature de biologiste, qui est indispensable pour pouvoir vivre de cette activité, qui est d'ailleurs pas un métier, mais qui est une vocation en fait. Hein. C'est vraiment parce qu'il faut donner en fait plus que ce qui est raisonnable. C'est-à-dire faut donner sa vie en gros. Ça, j'aimerais bien qu'on en reparle parce que je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent s'en rendent pas compte. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous voulez dire il faut donner sa vie? Est-ce que vous auriez des choses concrètes à nous dire? Ce que je veux dire, c'est que c'est en fait déjà il faut quand même accomplir des choses exceptionnelles que les autres n'auront pas faites pour pouvoir sortir du lot. Simplement déjà ça, pour se faire un nom et tout ça, c'est la première chose. Parce que sinon, des gens qui s'intéressent aux oiseaux, il y en a, quoi. Je veux dire, c'est pas. Mais, ouais. Donc déjà, ça c'est la première chose. Faut arriver à se faire un nom. Et puis après, voilà, il faut tenir la distance. Et puis il faut que l'argent rentre à un moment. Il faut que. Donc voilà. Donc j'ai commencé en guidant des excursions, mais bénévolement pour le Cercle ornithologique de Lausanne, une association d'ornithologie locale. Et puis, petit à petit, voilà, j'ai fait payer les excursions, j'ai commencé comme ça. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai été engagé dans un bureau d'études en environnement, Ecoscan à Lausanne. Et donc, voilà, si vous voulez, j'ai réussi à toujours faire des choses qui m'intéressaient. C'est-à-dire, j'ai jamais supporté d'avoir l'impression de perdre mon temps. Donc, par exemple, j'ai fait une année d'enseignement dans une école privée. J'enseignais la biologie, mais je devais faire trop de disciplines, et donc j'avais trop l'impression de perdre mon temps. C'était juste, j'ai compris que c'était pas ma voie, quoi. C'était pas possible. Parce que si on s'intéresse pas à ce que je raconte, moi, je veux pas imposer ça aux autres. Donc, soit que les gens s'intéressent ou ils s'intéressent pas, mais je veux pas commencer à forcer les gens à m'écouter. Donc ça, c'était pas possible pour moi de faire de la discipline, en fait. Donc j'ai vite compris que c'était pas l'enseignement ma voie, mais que voilà, en fait, je voulais faire que des choses qui m'intéressent. Mais alors, évidemment que c'est pas possible de faire que des choses qui nous intéressent dans la vie, c'est clair. Mais où on arrive en tout cas, disons, à être en adéquation avec sa conscience.
Vous disiez aussi que c'est beaucoup de sacrifices parce que pour les personnes qui nous écoutent, qui connaissent pas l'ornithologie, concrètement, il faut quand même se lever très tôt, très tôt. Et il faut être disponible tout le temps. C'est ça surtout, c'est que en fait, les oiseaux ils nous attendent pas, hein, donc quand on observe par exemple des comportements ou bien quand on veut voir des nouvelles espèces ou quand tout à coup il y a une rareté qui tombe à un endroit ou n'importe quel phénomène qui est important pour nous, en fait, on doit y aller. Donc on doit tout laisser en plan, on doit tout laisser tomber. Donc là, par exemple, s'il y avait une rareté qui tombait, je devrais abandonner l'interview là. Bon alors là, j'espère que vous allez pas vous en rendre compte. Parce que donc ça, le problème, c'est que les femmes, elles supportent pas ça. Donc voilà, ça c'était un des problèmes, c'est que par exemple, j'ai pas pu fonder de famille, par exemple. C'est une des raisons, c'est que simplement ça passe au-dessus de tout, quoi. Il faut vraiment tout donner en fait, si on veut pouvoir vivre de cette activité, quoi. C'est vraiment ça. C'est pas quelque chose qui s'arrête tout à coup à 17 heures. Ah bah tiens, c'est fini maintenant, c'est bon, je peux vaquer à mes occupations familiales ou comme ça. C'est pas du tout ça. Donc souvent quand les gens me disent ah mais tu vas te détendre dans la nature, tu vas je sais pas, ouais, enfin te ressourcer et tout ça. Enfin moi je dis mais c'est pas du tout ça. Enfin moi je suis toujours aux aguets. Qu'est-ce que je vais rater? Qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va me passer dessus? Qu'est-ce que je vais pas réussir à voir ou pas réussir à entendre? Enfin je suis toujours aux aguets, quoi. Comme voilà, donc c'est pas du tout un moment de détente dans la nature, absolument pas. Par exemple. J'allais vous demander. J'imagine que ça reste quand même un plaisir pour vous d'observer les oiseaux. Ah, c'est une joie perpétuelle. Puis j'apprends tous les jours. Ça m'a appris aussi beaucoup l'humilité. Il faut être très humble par rapport à la nature. Dès qu'on croit qu'on a établi, qu'on a compris un phénomène ou une règle, faut jamais être trop sûr de soi parce que il y a toujours des contre-exemples. On apprend tous les jours. C'est ça qui est merveilleux en fait, c'est que on est toujours surpris des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Enfin. On est toujours surpris c'est ça aussi avec les oiseaux qui est magnifique, c'est qu'avec ces capacités de déplacement qu'ils ont, on sait jamais ce qu'on va voir en fait. On va parfois on a un objectif précis, mais en fait c'est peut-être toute autre chose qui va se passer. C'est ça qui est incroyable avec l'ornithologie et qu'on trouve pas tellement dans les autres domaines des sciences naturelles, disons. C'est ça qui fait le piment, et c'est aussi ça qui fait que l'ornithologie, elle est pratiquée par un grand nombre de personnes. C'est en Angleterre, sauf erreur, c'est le hobby numéro 1, et aux États-Unis, je crois que c'est le hobby numéro 2 après le jardinage. Donc ça touche vraiment beaucoup de monde. En plus des oiseaux, c'est vrai qu'il y en a partout, c'est ce qu'on disait. Donc on en voit quand même quand on est dans une grande ville. Ils sont partout. En plus, la plupart sont diurnes. Ils sont visibles la journée. Ouais. Si vous vous intéressez aux mammifères, il va falloir vivre la nuit. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Si vous vous intéressez aux insectes, il vous faut un filet, ou il faut une loupe, enfin voilà. Donc, c'est compliqué. Les oiseaux, il faut quand même des jumelles. Ça, c'est la limitation de l'ornithologie, c'est qu'il faut quand même des instruments optiques adéquats. Une longue vue, si on habite au bord d'un lac, c'est utile. Mais voilà, ils sont partout et on les voit tous les jours, donc ils sont accessibles à l'observation. Il y a beaucoup d'espèces aussi. En Suisse, on a observé plus de 420 espèces, dont à peu près 190 espèces nicheuses. Il y en a environ 10 000 à 15 000 dans le monde, ça dépend comment on compte. Donc voilà, c'est avec des formes très diverses, avec des adaptations très très variées, enfin une grande diversité de couleurs, de formes. Il y a des oiseaux qui sont adaptés à la nage, d'autres à la course, d'autres qui sont adaptés au désert, d'autres à la montagne. Enfin voilà, c'est infini en fait. Puis ce qui est extraordinaire, c'est d'explorer toutes ces adaptations. Et puis toujours, souvent donc des milieux extrêmes ou des adaptations extrêmes, comme faire le tour de la Terre chaque année. Hein, par exemple, l'exemple bien connu de la Sterne arctique, avec des capacités de navigation incroyables. Même la barge rousse, par exemple, qui est un limicole qui est capable de parcourir 13 560 km en d'une seule traite sans se poser. Donc ça, on a pu mettre en évidence grâce aux balises qu'on leur pose maintenant. Donc
imaginez de partir d'Alaska, traverser tout le Pacifique, après traverser l'Australie pour arriver jusqu'en Tasmanie, sans se poser. Mais comment elle se 11 jours nourrissent et 11 nuits de vol ininterrompu. Et donc elle dort pas. Alors ça nécessite beaucoup de carburant. Donc c'est la graisse qu'elle va griller. Et cette graisse, elle l'a accumulée pendant 2 mois avant de partir. Donc elle mange pas quasiment. Pendant 2 mois, elle fait que de manger. Elle se gave de lombric. Elle va doubler ou tripler de poids, au point carrément qu'elle peut plus s'envoler pratiquement quand elle est au départ. Alors une fois qu'elle est partie, c'est parti pour 11 jours et 11 nuits de vol ininterrompu. Donc voilà, c'est toujours des adaptations extrêmes comme ça, enfin souvent, ou le martinet noir par exemple qui se pose jamais, le jeune martinet noir qui s'envole pour la première fois du nid, donc il faut imaginer qu'il a éclos 1 mois plus tôt et là il va s'envoler, il va jamais se reposer pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il soit adulte. Il va jamais se reposer, même pas pour dormir. C'est fascinant. Donc voilà, donc c'est toutes ces adaptations. Et tout ça par des êtres qui sont d'une grâce et d'une beauté qui est pour moi inégalée dans la nature. Justement, je voulais vous poser la question, vous personnellement, qu'est-ce qui vous touche avec les oiseaux? Qu'est-ce qui vous a touché différemment d'un mammifère ou d'un poisson ou d'autre chose? Donc j'adore aussi les poissons, les mammifères, tout ça. Hein. J'adore les chats, par exemple. Il paraît que c'est pas normal pour un ornithologue, mais j'adore les chats. Mais les oiseaux, ils ont quelque chose qui me touche particulièrement. Et ça, c'est quelque chose qui est pas forcément évident à expliquer. Mais il y a une forme de candeur dans l'oiseau. En tout cas, les petits passereaux, par exemple, le rouge-gorge, hein, avec ses grands yeux noirs et ça, ouais. Il y a une forme, et puis en plus il est pas farouche, il a pas peur de l'homme, parce que ça c'est aussi un problème de l'ornithologue, c'est qu'en fait il fait peur aux oiseaux, hein, donc il doit toujours se cacher, il doit toujours disparaître, donc c'est pour ça que c'est une activité aussi solitaire souvent. On peut bien sûr faire des observations en groupe, mais c'est un peu plus compliqué. Donc il y a des oiseaux comme ça qui sont peu farouches, qui sont particulièrement touchants, comme le rouge-gorge par exemple. Mais je crois que je suis touché par cette esthétique, quoi. Que l'esthétique, il y a toujours l'oiseau, il va séduire, en général le mâle, il va séduire sa femelle, soit par la beauté de son plumage, la force de ses couleurs, ou par disons, la complexité ou la beauté de son chant. Donc c'est finalement les femelles qui vont exercer ce critère, qui vont exercer ce choix esthétique en fait pour choisir leur partenaire avec qui elles vont se reproduire. Donc c'est en général soit par les vocalises, soit par l'esthétique du plumage. Ça peut être des formes extraordinaires, ça peut être des danses extraordinaires chez les paradisiers par exemple, et ça va justement aux extrêmes comme les paradisiers qui sont des séducteurs professionnels en fait. Des donjons. Les mâles ils font que ça. Ah ouais. Ils aménagent même des arènes pour se comparer entre eux. Donc c'est les femelles qui vont pouvoir les comparer. Les femelles viennent regarder les mâles danser, et puis elles vont choisir celui qui est le plus beau, celui qui est au centre de l'arène, enfin celui qui est peut-être socialement le plus élevé. Par exemple, il y a certains paradisiers où les mâles propriétaires d'un perchoir, ils ont 2 apprentis, par exemple. Et les apprentis, ils ont pas les belles couleurs, ils ont pas la longue queue, enfin ils sont pas aussi beaux. Des apprentis, ça veut dire quoi? Des apprentis danseurs. Et donc il va enseigner à deux jeunes, 2 immatures mâles à danser. Et la femelle va être réceptive seulement si ce mâle a ces deux disciples. Incroyable. S'il n'a pas les 2 disciples, elle ne va pas être réceptive. Donc c'est vraiment des mécanismes assez fascinants qui ont été mis en place par la nature. Et pour susciter la reproduction. Voilà. Et puis ça paraît complètement fou, mais enfin voilà, ça paraît paraît pas très logique souvent, mais ça fonctionne. Et ça, ces comportements extrêmes, ça se trouve dans des pays, disons par exemple en Papouasie, Nouvelle-Guinée, enfin surtout en Papouasie, Nouvelle-Guinée, où on trouve les paradisiers aussi dans le nord de l'Australie. Qui en fait ils vivent dans des climats très cléments, donc où ils trouvent la nourriture toute l'année,
où ils n'ont pas besoin de lutter contre le froid, ils n'ont pas besoin de faire des grandes migrations, donc il y a assez peu de mortalité, il y a peu de prédateurs. Et c'est dans ces régions-là que étaient développés, en fait, les mâles n'avaient plus de possibilité de prouver, en fait, leur... en fait, les mâles, ils doivent en fait justifier leur existence, en fait. La femelle, elle porte la progéniture en elle, elle porte les prochaines générations en elle, donc elle a rien à justifier, la femelle. Mais le mâle, lui, il doit justifier, en fait, le fait qu'il est un bon mâle, qui vaut la peine, voilà. D'être choisi. Voilà, d'être choisi, exactement. Et donc, dans des pays où il y a peu de prédateurs, où la nourriture est abondante et tout ça, le seul moyen, en fait, c'est d'avoir des plumages extravagants, des comportements extravagants. Et ça va durer vraiment des fois des heures, des jours, des semaines, jusqu'à ce que la femelle se décide pour un ou l'autre mâle. Il y a aussi les oiseaux à berceau, ça c'est aussi un autre phénomène où les mâles en fait font des constructions qu'on appelle des berceaux, mais c'est en fait des sortes de vitrines. On appelle ça des berceaux parce qu'il y a souvent deux pans comme ça. Et en fait, il va faire des collections. Le mâle va collectionner des objets colorés. Ça peut être des objets blancs, rouges ou bleus ou n'importe quelle couleur. Et la femelle va être réceptive. Elle va faire du lèche-vitrine si on veut, puis elle va regarder la qualité des berceaux. Elle va tester la qualité s'ils sont bien, s'ils sont solides et tout. Elle va un peu les tester comme ça. Exigeante. Si elle regarde pratiquement pas le mâle. Elle regarde que la qualité du berceau. Et si elle est convaincue, elle va rentrer dans le berceau et là, elle accepte l'accouplement. Et une fois qu'elle est inséminée, elle va partir, elle va faire un nid elle-même, toute seule. Elle va élever ses jeunes toute seule. Et le mâle, lui, va continuer à parader dans son berceau, à essayer d'attirer une autre femelle. Voilà. C'est incroyable. Et donc, voilà, c'est des mécanismes comme ça qui ont été mis en place, qui sont tout à fait fascinants. Et puis là, c'est là qu'on a le mieux pu mettre en évidence le phénomène de transfert. C'est-à-dire, c'est un phénomène, par exemple, les oiseaux au berceau où les mâles ont des couleurs, donc ils ont quelque chose à montrer de leur plumage, ils font des berceaux très rudimentaires, très moches, enfin pas du tout structurés. Alors que les mâles qui n'ont pas du tout de couleur, donc qui n'ont absolument rien à montrer sur leur plumage, ils font des constructions absolument incroyables. Donc le jardinier de Newton, par exemple, c'est un mâle tout brun, la même couleur qu'une femelle. Il n'a rien à exhiber de son plumage. Par contre, il va faire une construction extraordinaire où il va faire des collections d'objets colorés. Alors ça peut être des crottes, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, il y en a qui retournent les feuilles parce que sous les feuilles dans la forêt, il y a des petits champignons phosphorescents. Alors quand ils retournent la feuille, il y a tout l'aspect phosphorescent qui ressort. Et ils font ça comme ça, une collection de feuilles phosphorescentes retournées. Puis si on retourne la feuille, tout de suite, il va venir retourner la feuille. Et la femelle vient, elle regarde les collections, elle regarde si c'est bien aménagé, tout ça. Et puis si elle trouve que c'est à son goût, elle va accepter l'accouplement. J'aimerais bien parler aussi du phénomène de migration, on en parlait tout à l'heure en off. Mais c'est assez dingue quand même de se dire que des oiseaux peuvent parcourir des dizaines de milliers de kilomètres, si j'ai bien compris en plus à la même date, et retrouver en fait leur repère, mais sans pourtant même parfois qu'ils aient été montrés, enfin qu'on leur ait montré quoi. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce phénomène ? Oui, alors la migration c'est un des phénomènes les plus extraordinaires justement, qui est encore bien mystérieux. Hein. On commence à percer certains mystères. On a commencé seulement récemment à comprendre certaines choses. Par exemple, on sait que les oiseaux sont sensibles aux champs magnétiques, mais on ne savait pas en fait comment. On pensait que on avait trouvé des cristaux de magnétite dans l'oreille interne, notamment des pigeons. Donc il y a des expériences qui avaient été faites avec les pigeons en mettant un aimant d'un côté de la tête, et on avait vu qu'ils avaient été désorientés par ça. Mais c'est des expériences qui ont été remises en question plus tard. Et puis assez récemment, on a découvert qu'en fait les oiseaux voyaient le champ magnétique avec leurs yeux. Apparemment, ils voient le champ magnétique. Ils voient le champ magnétique avec leurs yeux apparemment. Sur la rétine en tout cas, qu'on a découvert des cellules qui étaient sensibles au champ magnétique apparemment. Donc il y a encore plein de choses à découvrir. Ce qu'on sait, c'est que les oiseaux se repèrent grâce aux repères célestes. Donc la journée, la position du soleil.
Et puis la nuit, la position de l'étoile polaire, qui est le seul point fixe en fait du firmament. Et les oiseaux connaissent en fait les constellations qui sont autour de l'étoile polaire. On a fait des expériences en planétarium qui montrent ça. Donc oui, ils connaissent plein de choses déjà dans l'œuf. Tout cela, c'est codé dans l'œuf. Ça qui est dingue. Donc la date du départ, la direction, la durée de vol, tout ça, c'est déjà codé. Souvent, notamment chez les limicoles qui nichent dans la toundra, les adultes abandonnent leurs jeunes dans la toundra. Ils partent en migration vers l'Afrique, qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici. Les jeunes sont abandonnés sur place et ils vont partir eux-mêmes 2 semaines plus tard, selon leur instinct. Donc, trouver la voie, quoi. Et ils vont trouver la voie. Ouais. Enfin, en fait, ils la connaissent déjà. Ça fait seulement 1 année qu'ils sont sur Terre, quoi, qu'ils ont éclos, mais ils connaissent déjà tout. On a par exemple pu montrer que les oiseaux quittaient la côte espagnole en pleine nuit en face des îles Baléares. Donc ils connaissent en fait instinctivement la position des îles Baléares. C'est impossible de voir les îles Baléares depuis la côte. Donc ils la connaissent instinctivement. Et ils savent que c'est un relais au milieu de la Méditerranée. C'est moins risqué de s'élancer, effectivement. Il n'y a que 300 km à parcourir. Alors que s'ils s'élancent, par exemple, en face de Marseille, il y a 600 km, plus de 600 km à parcourir. C'est quand même assez fascinant de se dire que c'est presque préprogrammé, quoi. C'est pas presque préprogrammé, c'est chez la plupart des espèces, c'est vraiment très précisément programmé. Il y a relativement peu de place à la fantaisie. Hein. C'est vraiment la vie d'un oiseau, elle est complètement déterminée de A jusqu'à Z. Et souvent, je dis que les oiseaux, contrairement à l'imagerie populaire, ils ont absolument aucune liberté. En fait, ils sont complètement esclaves de leur instinct, quoi. Ils sont vraiment programmés. C'est presque comme des petits robots, si on veut. C'est pas le cas chez les grandes espèces, chez certaines grandes espèces comme les cigognes, qui apprennent leur première migration et donc ils vont suivre un groupe de cigognes. C'est pas forcément leurs parents, mais ils vont suivre un groupe de cigognes plus expérimentés et ils vont après suivre cette voie de migration toute leur vie par la suite. Mais donc oui, la migration, c'est plein de mystères encore. Ce qui est fascinant, c'est quand même la ponctualité de ces oiseaux qui font des fois des milliers de kilomètres, voire des dizaines de milliers de kilomètres, et qui vont, par exemple, une rousserolle qui part de Suisse et qui va retrouver le même carré de roseaux en Afrique tropicale. Chaque année, chaque hiver. À la même date. Toujours quasiment à la même date. Nous, on bague les oiseaux, donc pour étudier justement ces migrations, on bague les sternes et les mouettes. Et typiquement, les sternes et les mouettes, quand elles reviennent du golfe de Guinée où elles ont passé l'hiver, ben c'est au jour près, quoi. C'est au jour près, on sait qu'on va pouvoir lire telle ou telle bague. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment des métronomes. En fait, les oiseaux, ils ont une horloge interne. Ils ont une notion donc de l'heure, une notion intime de l'heure. Donc, ils savent, avec la position du soleil, ils peuvent dire en fait, où ils sont sur la planète. C'est ça qui est fou. Vous me disiez en revanche tout à l'heure que, à l'inverse, il faut réaliser quelque chose, c'est qu'il n'y a pas forcément d'intention dans ce qu'ils font, au sens où, comme ils sont préprogrammés, c'est pas que ils ont décidé tout d'un coup qu'ils allaient partir explorer tel ou tel coin. Ils ont aucune idée de ce qu'ils font. Alors ça, c'est clair qu'ils connaissent pas la signification de ce qu'ils font. Bien sûr que non, ils savent pas pourquoi ils le font, mais ils le font parce qu'ils doivent le faire. Les oiseaux, ils réagissent à des stimuli et il y a une réponse préprogrammée à ces stimuli. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont pas adaptables, peu adaptables. C'est ça, ouais. Par exemple, les migrateurs au long cours qui partent très tôt, ils sont réglés sur la durée du jour, en fait. Le processus de mise en place, disons, de la migration se fait par le raccourcissement des jours. À partir du solstice d'été, du 21 juin, les jours commencent à diminuer. Et ça va mettre en place le processus. Ils vont partir en juillet ou août, alors qu'il fait encore beau, qu'il fait chaud, qu'il y a des insectes, tout ça. Mais enfin, voilà. La plupart des insectivores chez nous, c'est des migrateurs au long cours, qu'on dit aussi migrateurs transsahariens. Et donc, eux, c'est des migrateurs obligatoires qui doivent partir de toute façon, parce que ce serait impossible de survivre. Oui, ils n'ont pas de quoi manger. Donc, eux, ils sont moins adaptables que, par exemple, les migrateurs partiels qui vont partir plus tard, qui sont des granivores, beaucoup.
et où les conditions météorologiques vont plus jouer. Donc, par exemple, ils vont pouvoir rester plus au nord si l'hiver est plus doux. Donc, c'est ce qui se passe maintenant avec le réchauffement climatique, et notamment le réchauffement des hivers. On a de plus en plus d'oiseaux qui hivernent chez nous, qui hivernaient pas avant. Typiquement les étourneaux, les pigeons ramiers, voilà. Avant ils partaient. Avant, ils partaient, maintenant, ils partent beaucoup moins. D'accord. Les canards, par exemple, les oies, elles viennent plus jusqu'en Suisse parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour elles en hiver. Elles s'arrêtent à la Baltique. Elles ne vont pas venir jusqu'ici. Donc là, on voit justement une adaptation qui se fait avec les conditions climatiques. Et cette adaptation-là, elle ne peut pas se faire pour les migrateurs au long cours, ou disons, elle va se faire plus lentement. Parce évidemment, il y a toujours des avant-coureurs ou des retardataires. Et puis, il y a une sélection qui va se faire. Donc si les avant-coureurs sont favorisés par le réchauffement climatique, ils vont aussi être sélectionnés. Mais c'est un processus beaucoup plus lent. Bien sûr. Mais typiquement, on a 2 espèces de milans, ces 2 rapaces qui ont la queue échancrée, là, qu'on connaît bien. Il y a une espèce qui est migratrice au long cours, c'est le milan noir, qui va hiverner au Mali, par exemple. Et puis il y a le milan royal, qui est un migrateur partiel, qui hiverne chez nous. Et là, typiquement, avec le réchauffement des hivers, le milan royal est favorisé par rapport au milan noir. Parce que le milan noir revient de sa migration, les places sont déjà prises par le milan royal qui était là sur place en hiver. Lionel, c'est quoi pour vous les idées reçues les plus fausses que les gens se font sur l'ornithologie ou sur le monde des oiseaux de manière générale? C'est quoi le truc qui, je dirais pas vous énerve, mais en fait on vous le sort à chaque fois? Typiquement que les oiseaux sont libres. Ouais. C'est une belle image, bien sûr, mais c'est complètement faux. Alors ça, je pense que c'est l'idée reçue la plus fausse. Ouais. Les oiseaux sont pas libres, pas du tout. Imaginez un pic qui voudrait vivre la vie d'un albatros. Oui, il est mal barré, hein, parce que le pic, selon sa morphologie, il est fait pour taper dans le bois puis se tenir vertical contre un tronc. Alors, planer sur les océans, ça va pas être son truc. Donc déjà, par leur morphologie, les oiseaux, leur vie, elle est déterminée. Un pic, il est fait pour s'appuyer sur sa queue puis tenir droit contre un tronc, puis point final. Puis l'albatros, lui, il est fait pour simplement étendre ses ailes et puis parcourir des milliers, voire des millions de kilomètres de sa vie au-dessus des océans. Voilà. Donc déjà par la morphologie, les limicoles, par exemple, ils ont chacun une forme de bec différente pour aller plus ou moins à différentes profondeurs. Il y en a qui ont des becs arqués vers le bas, d'autres qui ont des becs retroussés vers le haut. Enfin, vous avez chaque fois des instruments très spécialisés en fait, pour chaque espèce, et ça va complètement déterminer sa vie en fait. Oui, c'est comme si chaque oiseau était parfait pour exactement. Son domaine. Quoi. Beaucoup d'oiseaux en tout cas sont très spécialisés pour leur domaine. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a beaucoup qui disparaissent parce qu'ils ne sont pas adaptables ou pas adaptables assez vite par rapport à tous les changements que l'homme impose. La destruction des habitats. J'allais vous demander justement ça. Évidemment, vous, c'est votre métier, votre vocation d'observer ce genre de choses et d'ailleurs de vous battre contre, mais vous observez effectivement donc il y a une diminution en fait du nombre d'espèces. Par exemple, si on parle de la Suisse, en Suisse. Alors, il y a eu une diminution catastrophique pour beaucoup d'espèces, surtout les espèces des milieux ouverts, les espèces notamment des marais, les milieux humides. En Suisse, on a drainé 95% de la surface marécageuse entre la fin du 19e, début du 20e siècle. Et donc, c'est là qu'on a eu les grandes disparitions des oiseaux des marais. Donc, on a perdu le courlis cendré, on a perdu la bécassine des marais, le vanneau huppé, il n'y en a quasiment plus. Enfin, le chevalier gambette a disparu, le balbuzard pêcheur a disparu à cette période-là. Et puis après, il y a eu au milieu du XXe siècle, la Régie des alcools qui a décidé que les Suisses devaient moins boire d'alcool de pomme. D'accord. Et il a été décidé d'éradiquer quasiment les vergers en Suisse, les vergers de pommes. Et ça a été très néfaste pour beaucoup d'oiseaux des vergers, comme la chevêche, l'athéna, chouette chevêche, ou des oiseaux comme la pigrièche à poitrine rose, pigrièche à tête rousse, pigrièche grise, etc. Et puis alors après, le coup de grâce, ça a été les pesticides, le DDT, des années 60. Donc c'est notamment l'industrie pharmaceutique bâloise qui est responsable de l'invention du DDT.
Et ça a été vraiment terrible. On a réussi à ce moment-là à exterminer une des proies les plus importantes, c'est le hanneton commun, qui est un gros coléoptère dont la larve a un cycle de 3 ans dans le sol, qui était vraiment une manne très importante pour l'épigrièche notamment, et aussi pour la chouette chevêche, pour l'hibou petit duc, pour la huppe faciée, des espèces qui ont disparu du plateau dès que le hanneton commun a été éradiqué. Donc ça c'était vraiment un gros coup pour les oiseaux, disons, des milieux agricoles, des milieux ouverts. Et ils se sont jamais remis, ces oiseaux-là. Donc on va dire que c'est contrasté selon les espèces, parce que pour les espèces forestières, ça va assez bien, parce que la forêt en Suisse a été très protégée depuis plus de 100 ans, donc 120 ans maintenant. Donc les oiseaux forestiers se portent plutôt bien, les pics, voilà, les espèces, certains rapaces par exemple qui nichent en forêt, les éperviers, les autours, tout ça va beaucoup mieux qu'une certaine période. Mais on observe vraiment un déclin toujours chez les oiseaux des milieux agricoles, des milieux des marais, et donc notamment les insectivores. Les petits insectivores, c'est ceux donc les gobe-mouches, les pouillots, les fauvettes, les tariers, aussi les oiseaux qui nichent au sol dans les prairies, comme les tariers des prés, les cailles des blés, le râle des genêts par exemple. Donc toutes ces espèces qui nichent au sol, on va dire qui nichaient en Suisse au sol dans les prairies, en fait celles-là elles ont vraiment quasiment disparu, parce qu'en fait avec la mécanisation de l'agriculture, les fauches sont devenues tellement fréquentes qu'ils n'ont plus le temps d'accomplir leur cycle de reproduction. Donc il faut bien voir que la moitié des espèces d'oiseaux nichent au sol. Ça les gens ne savent pas, ça c'est aussi une idée reçue. Les gens pensent que les oiseaux ils font leur nid bien en sécurité en haut d'une falaise ou d'un arbre. Mais ça, c'est juste les mésanges, les citelles qui font ça, mais les pinsons. Mais je veux dire, la moitié des espèces nichent au sol ou à moins de 30 cm du sol, dans les broussailles. Et ça, ma foi, en Suisse, les broussailles, vous pouvez en chercher. Beaucoup, ouais. Vous avez soit des grands arbres qui sont propres jusqu'à la base, soit vous avez des étendues de gazon, ou alors des champs cultivés. Mais les broussailles, vous trouvez plus ça en Suisse. Et ça c'est vraiment le gros problème. Oui, ce que vous me disiez précédemment, c'est que paradoxalement, le fait d'avoir un peu de désordre, c'est pas mal pour les oiseaux, parce que comme ça, ils peuvent aller trouver des petites cachettes, des repères. Exactement. Moi, comme ornithologue, je vais dans les décharges, je vais dans les gravières, là où la nature est laissée un peu à elle-même, et où il n'y a pas trop de promeneurs de chiens aussi. donc voilà. On va souvent dans des endroits, des recoins un peu oubliés comme ça. Donc effectivement, il faut vraiment du laisser aller. Quand les gens me disent mais qu'est-ce que je dois faire dans mon jardin, mais je dis mais laissez aller, laissez faire, juste laissez un coin tranquille. Mais les gens, ça les satisfait pas parce qu'ils aimeraient faire quelque chose. L'homme, il a besoin de faire quelque chose. Alors, si on dit mettre un nichoir, c'est déjà mieux parce qu'il va pouvoir aller mettre une échelle, puis aller construire un nichoir, puis mettre un nichoir. Mais de demander de rien faire, ça, c'est un problème. Ça, c'est vraiment un problème pour l'homme, de juste laisser aller. Alors que c'est ça qu'il faut. Et c'est ça qu'il faut, parce que, en tout cas, pour la petite faune, pour les hérissons, pour les insectes, pour que les sauterelles, les criquets, les papillons puissent accomplir leur cycle, il faut qu'il y ait des herbes folles qui passent l'hiver. Ça, c'est très important. Ça, c'est aussi une protection contre le gel. Il faut que le sol soit protégé. Donc, c'est vraiment important de laisser des bandes, des bandes abris. On appelle ça des bandes abris. Si, par exemple, on avait demandé, on aurait demandé aux agriculteurs de laisser des bandes abris sur le pourtour de chaque parcelle. Si chaque parcelle avait une bande de 2-3 mètres de largeur, qui était juste laissée en herbe, ça changerait tout. Je pense que ça, on peut dire vraiment, ça changerait tout. On pourrait continuer à faire de l'agriculture intensive, ça serait pas une révolution pour l'agriculture, mais on aurait ces structures qui permettent aux bruons de nicher, aux pigrièges de nicher, aux alouettes aussi de se réfugier, parce que souvent leur nid est détruit par le passage des machines, mais elles vont recommencer derrière. Mais elles vont essayer de se mettre dans une bande où il y a de l'herbe. Donc voilà, c'est vraiment des petites choses. C'est ça en fait.
n'y a pas besoin de faire vraiment une révolution forcément, mais ce qui me chagrine, c'est qu'on n'accepte pas, par exemple, une petite gouille qui se forme dans un champ, parce que les champs sont drainés, maintenant certains drains sont vieux, il y en a qui se bouchent. Tout à coup, on a une petite gouille qui apparaît dans un champ, une mini-gouille de quelques mètres carrés, et puis ça suffit pour une bécassine. Elle va passer l'hiver là, tout l'hiver, elle va passer là, dans cette gouille. Mais non, on laisse pas cette gouille. L'année suivante, il y a un bulldozer qui vient, on ouvre, on va mettre des drains parce que voilà, il y avait ces quelques mètres carrés qui n'étaient pas productifs. Et c'est ça qui me chagrine pour parler poliment en Suisse. Particulièrement en Suisse où chaque mètre carré de terrain est sous contrôle. Et en fait, c'est ce contrôle qu'on a qui est le plus grand danger en fait. Par exemple, les arbres quand ils deviennent vieux, quand ils sont sénescents, c'est là qu'ils deviennent intéressants pour la faune parce qu'ils ont des cavités, parce qu'il y a justement il y a des lucanes cerfs-volants qui vont venir se reproduire dans le vieux bois, il va y avoir des chauves-souris dans les trous, il va y avoir des oiseaux qui vont venir se reproduire. Donc c'est un arbre, souvent c'est après 200, 300 ans qu'il devient intéressant. Un chêne, c'est à partir de 300 ans qu'il devient intéressant pour la faune. Et puis il suffit qu'il ait une branche vermoulue par exemple qui risque de tomber parce qu'il y a un parking à côté, on va abattre ce chêne. Et voilà, et ça, on a cette telle obsession de la sécurité en Suisse, du contrôle absolu, que c'est complètement impossible dans ces conditions de conserver la biodiversité. Alors on a plein de bonnes intentions dans les revues sur papier glacé, on a plein de bonnes intentions, mais quand on va sur le terrain, on voit que non, ça se passe pas comme ça. Et encore maintenant, donc je vois des choses terribles. Et puis là, par exemple, des choses qui sont censées être des innovations, qui iraient dans le bon sens, que maintenant chaque arbre est répertorié, par exemple en ville de Lausanne, chaque arbre va être répertorié, puis on va pouvoir cliquer sur chaque arbre pour voir dans quel état il est et tout ça. Mais ça, je sais que ça va être une catastrophe, parce que on va pouvoir savoir dans quel état il est. Et donc l'abattre si jamais il est. Et donc forcément, quelqu'un va demander, il va dire j'ai vu une branche vermoulue, et puis une fois qu'on sait qu'il y a une branche vermoulue, après la personne qui est responsable, elle est obligée de l'abattre, sinon elle est tenue responsable au cas où il y a eu un problème. J'ai eu un cas à Lausanne où il y avait une portion d'un parc qui était en fait plus géré par la ville mais par le canton parce que c'était une trop grande parcelle. Donc certaines grandes parcelles de forêt, enfin pas de forêt mais de bois ou de bosquets à Lausanne étaient gérées par le canton et pas par la ville. Et comme le canton, ils ont d'autres chats à fouetter parce que c'est immense le canton de Vaud, et ces parcelles-là avaient été laissées à l'abandon, quasiment à l'abandon. Et donc, il y avait plein d'oiseaux. C'était absolument merveilleux. Je dis, mais comment c'est possible que ça existe à Lausanne? Puis tout à coup, je vois, ils sont en train de couper tous les arbres. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est plus le canton qui s'en occupe, c'est la ville. Et puis la ville, ils ont vu ça, ils ont vu c'était la catastrophe. Ils ont vu qu'il y avait des arbres qui menaçaient, il y avait des vieux arbres, des vieux chênes, ils ont tout coupé. Pour les personnes qui nous écoutent, Lionel, et qui sont peut-être pas très informées, mais qui auraient envie de participer parce qu'ils sont touchés par votre propos ou par le monde des oiseaux de manière générale, c'est quoi finalement pour vous des moyens, quand on n'est pas dans le milieu, de contribuer si on a envie de donner de l'argent ou de donner de son temps? Alors je dirais think globally, act locally. Donc pensez globalement et agissez localement. C'est bien d'avoir une pensée globale, donc de bien essayer de prendre un peu de hauteur, de bien réfléchir justement aux enjeux, tout ça. Mais il faut agir à sa portée, à sa hauteur. Donc, et puis il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, la première chose, si on n'a aucune connaissance, déjà, c'est de se renseigner. C'est par exemple d'aider ou de devenir membre d'une association locale de protection de l'environnement ou d'ornithologie ou de sciences naturelles. Il y en a quasiment dans toutes les régions. En Suisse romande, il y en a à Aigle, il y en a à Nyon, il y en a à Morges, à Lausanne, à Yverdon. Et en France aussi, il y en a à beaucoup. Genève. Voilà, il y en a dans tous les centres urbains. Il y a une association. Il y a l'Union vaudoise des sociétés scientifiques. Il y a plein d'associations. On peut s'inscrire, devenir membre, on peut se soutenir. Si on n'a pas le temps, simplement les soutenir financièrement. Et puis, il y a plein de choses qui se font. Par exemple, nous, au Cercle ornithologique de Lausanne, on a créé cette île aux oiseaux à Prévrange. On crée des structures de nidification pour les sternes et les mouettes. Donc il y a plein d'actions qui se font.
On peut aller aider à entretenir des réserves naturelles, des choses comme ça. Souvent, malheureusement, il faut entretenir des réserves naturelles pour pas qu'elles, par exemple, quand c'est des marais, pour pas qu'ils évoluent vers la forêt, par exemple, ce genre de choses. Parce que l'évolution naturelle d'un marais, évidemment, c'est la forêt. Donc, c'est aussi souvent ce qui choque les gens, c'est que on doit intervenir dans les réserves naturelles pour qu'elles conservent leur intérêt. Parce que la forêt, on en a assez en Suisse déjà. Ce qui manque en Suisse, c'est des milieux humides, c'est des marais ou des zones ouvertes de prairies qui sont pas boisées. Donc, on lutte beaucoup contre les ligneux, en fait, contre l'envahissement par les ligneux. Donc, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et puis, si on a un jardin, si on a la chance d'avoir un jardin, juste laisser au moins laisser un petit coin à l'abandon. Laisser un petit coin à l'abandon. On disait, les paysans, j'avais lu que les paysans disaient à l'époque qu'ils laissaient toujours un recoin pour laisser danser les fées. C'était un peu ça. Et c'est ça en fait. Si vous laissez pas un petit endroit pour laisser danser les fées, c'est là que votre champ il est stérile en fait. Donc l'activité humaine, elle est pas toujours négative. Hein. Même il en faut. Justement, typiquement pour les oiseaux des milieux agricoles, il faut qu'il y ait cette activité agricole. Si on laisse aller, quelques années, c'est de la forêt, c'est clair. Donc il y a beaucoup d'oiseaux qui sont adaptés justement à ce milieu, à ces milieux qu'on retrouve quand on va dans les pays de l'Est ou quand on va en Afrique du Nord ou comme ça, ou quand c'est comme si on faisait un peu un retour dans le temps. Ouais. On trouve une agriculture qu'on pratiquait il y a 200 ans, où on voit encore des champs labourés avec des bœufs, et c'est assez extraordinaire. Et là, c'est là qu'on comprend que c'est des arches de Noé. Toutes les régions les plus pauvres d'Europe, comme la Roumanie, la Moldavie, la Bulgarie, typiquement, aussi certains pays des Balkans. C'est là qu'il y a encore les grands réservoirs de faune. C'est là qu'il y a, j'appelle ça, c'est un peu l'arche de Noé de l'Europe. Parce qu'en Europe occidentale, malheureusement, les parcelles sont devenues trop grandes. On a fait des remaniements parcellaires, donc on a regroupé plusieurs petites parcelles en une seule grande. Donc il n'y a plus de limite entre les parcelles. Et puis c'est justement ces zones de transition qui sont intéressantes pour la faune. C'est quand vous avez une transition entre, par exemple, une haie et puis un champ, une haie ou une prairie. Mais si vous avez que de la prairie ou que du champ, ça va être beaucoup moins intéressant. C'est beaucoup plus banal. Et c'est toute cette structure en fait de paysage qu'il faudrait retrouver. C'est qu'on a perdu. On a perdu toutes ces petites structures. Les haies notamment. Les haies, mais je parle bien de haies basses, donc des haies qui foisonnent mais au niveau du sol. Des haies basses qui servent aux reptiles, qui servent pas des haies hautes, pas des haies coupe-vent comme on a fait dans les années 60, mais des haies basses, vraiment qui sont très très denses au niveau du sol. C'est ça qui manque chez nous. Alors ça manque, mais vous avez contribué quand même à recréer un endroit qui justement joue ce rôle aussi de réserve. L'île aux oiseaux, vous en avez parlé. Oui. Est-ce que vous pourriez me parler de ce projet ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes lancé là-dedans ? Et parlez-moi de comment vous l'avez... Enfin, je sais que vous n'étiez pas tout seul, mais comment est-ce que c'est sorti de terre ? Alors effectivement, j'ai une fascination pour les limicoles, c'est ces petits échassiers qui font ces migrations extraordinaires entre la toundra et la taïga, et puis l'Afrique tropicale généralement. Et pour moi, ça a toujours été une fascination, ces oiseaux. C'est donc les chevaliers, les bécassos, les bécassines, les barges, les courlis, les gravelots, les pluviers. Ils ont tous des noms comme ça. Effectivement, nous, on est au centre du continent européen, donc on voit relativement peu de ces oiseaux. C'est des oiseaux qui sont plutôt des oiseaux côtiers, qui vont migrer en longeant les côtes, parce que c'est là qu'ils trouvent leur habitat de prédilection, c'est-à-dire des zones d'eau peu profonde, des plages, où ils vont pouvoir aller se nourrir dans de l'eau peu profonde et trouver de la nourriture, donc des invertébrés. Donc nous, comme on est au centre du continent, ces oiseaux, en fait, ils dédaignent la Suisse plutôt. Ils vont passer tout droit au-dessus sans s'arrêter. Aussi parce qu'ils trouvent plus d'endroit pour s'y poser. Et là, à Prévrange, en fait, il y a, donc dans le coude nord du lac Léman, la baie la plus nordique du lac Léman, il y a une zone de haut fond
Et cette zone de haut fond, elle s'exonde quand le niveau du lac descend. En fait, le niveau du lac, il descend en février, et puis il remonte à mi-avril. En fait, c'est plus ou moins un battement, disons, d'eau normal, mais en fait, c'est réglé artificiellement à Genève. C'est au pont de la Machine à Genève que ce niveau est réglé. Donc, il est réglé au centimètre près. Et donc, le problème qui se posait, c'est qu'en fait, à partir de mi-avril, le niveau remonte. Et donc, ce banc de sable, il disparaissait. Donc, il n'y avait plus de possibilité pour les limacoles de se poser. L'autre problème, c'est que les chiens sont pas tenus en laisse. Donc, alors qu'ils doivent être tenus en laisse, mais enfin, ils sont pas tenus en laisse. Donc, on avait fait une statistique, seulement 14% des gens respectent cette obligation de tenir les chiens en laisse. Donc, si je passais après le premier toutou du matin, et puis comme je suis pas du matin en plus, même si vous vous levez quand même à 4 heures du matin majoritairement, très tôt. Mais si je passais après le premier toutou du matin qui avait fait tout le bord de la plage, il y avait plus rien à observer. Ouais. Donc je devenais fou avec cette histoire-là. Enfin voilà, donc cette île en fait, elle est un peu née d'une rage aussi que j'avais. Et je me dis il faut qu'il y ait un refuge permanent ici pour les oiseaux. Comme ça, ils pourront se poser à toute période de l'année et pas seulement quand le niveau du lac est bas. Et donc on savait que l'endroit était stratégique, parce qu'il y avait déjà des oiseaux qui se posaient là. Et donc, on savait que si on créait une structure là, ça marcherait. Et puis ça marchait du tonnerre, quoi. Vraiment, ça dépassait nos espérances. C'est ça, j'allais vous demander, vous avez été étonné par le résultat? Oui. Alors, donc, juste pour reprendre un peu l'historique, donc, moi, j'ai commencé à étudier ce site à partir de 1984, quand j'étais au groupe des jeunes du Cercle ornithologique de Lausanne. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'internet, donc on se voyait en fin d'hiver pour faire un planning, un calendrier de qui allait parmi le groupe des jeunes, qui allait observer quel jour. Donc on essayait que chaque jour il y ait au moins une personne qui aille. Puis on se retrouvait en fin de saison pour faire le total, quoi. Donc c'était une autre époque, quoi. Ça paraît imaginable aujourd'hui, mais c'était comme ça. Et donc on a suivi ce site et on a vraiment pu montrer que c'était seulement quand il y avait des années bissextiles. Donc les années bissextiles, le niveau du lac est descendu encore plus bas, à 90 cm en dessous du niveau normal, alors que les années normales, c'est seulement 60 cm. Puis ces 30 cm supplémentaires, ça exondait vraiment une grande portion de rivage de plus. Et on a vraiment pu prouver que c'était grâce à cette surface supplémentaire qu'il y avait plus d'oiseaux qui se posaient. Donc ça valait la peine vraiment de faire une île à cet endroit-là. Et puis, donc voilà, puis évidemment, j'ai pas fait ce projet tout seul. C'est là aussi que j'ai pu m'entourer des bonnes personnes aussi pour mener à bien ce projet, notamment Laurent Vallotton, que j'avais rencontré à l'armée, et avec qui j'ai aussi fait le livre Les oiseaux de Suisse. Qui est un très beau livre que je recommande même aux personnes qui n'habitent pas en Suisse, sincèrement. On a aussi créé ensemble la station ornithologique du col de Jamont, qui est une station de bagage d'oiseaux migrateurs. Donc, un beau projet, et alors je n'ai pas encore été sur place, mais ce n'est que partie remise, et je compte sur vous pour me faire une bonne visite en bonne et due forme. Oui, puis c'est tout. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tout ça, le col de Jamont, le Prèvrange Gilles aux Oiseaux, c'est des lieux publics. C'est vraiment pas du tout des endroits où on n'a pas le droit d'aller. C'est vraiment des endroits où il y a des cheminements piétons, et donc on peut vraiment observer ces oiseaux. On a même fait installer à Prèvrange, on a même fait installer 2 longues-vues Swarovski. Donc, c'est des Swarovski Vista qui sont résistantes aux conditions météo extrêmes. Et donc ça, c'est un succès fou. Ça, c'est vraiment incroyable parce que, comme je vous ai dit au début, la limitation de l'ornithologie, c'est quand même les instruments optiques. Parce que c'est vrai qu'à l'œil nu, moi aussi, je vois que des points noirs et blancs, hein, si je vois pas grand-chose. Donc, il faut vraiment des jumelles pour pouvoir apprécier ce qui se passe. Et donc là, les gens peuvent voir par eux-mêmes, découvrir par eux-mêmes. Même le grand cormoran, de loin, on voit un machin noir. Mais quand vous voyez un grand cormoran à la longue vue, vous voyez ses écailles cuivrées, ses flamèches blanches quand il est en plumage nuptial, son œil vert émeraude, c'est un oiseau extraordinaire. Voilà, on change complètement d'avis sur l'oiseau. Donc, on découvre le martin pêcheur, on le trouve par soi-même, avec la longue vue.
Ça, les gens, c'est des choses qui marquent, quoi. Bon, vous savez que c'est mon rêve c'est de retrouver un Marc Tambay, mais je compte Je vais essayer de vous en montrer un. Lionel, le temps passe et j'aimerais maintenant parler de choses un peu plus personnelles, si ça vous va, qu'on sorte un petit peu des oiseaux, même si ça sera toujours au cœur de la conversation. Une question que j'aime bien poser, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec ? Un grand échec qui est un peu votre plus bel échec parce que c'est l'échec finalement dont vous vous rappelez qui vous a appris quelque chose d'important. Si oui, je veux bien que vous nous en parliez pour nous expliquer. Ouais, le problème, c'est que mes échecs, c'est plutôt c'est plutôt des échecs sentimentaux, donc c'est pas tellement. Il en faut aussi. Ouais, voilà, mais c'est que j'ai toujours mis les oiseaux avant tout, quoi. C'est en fait ça. Ça, c'est mon échec, c'est que j'ai pas pu fonder de famille moi-même. Par contre, c'est plus un choix c'est ma sœur qui a bien travaillé. Ah oui. Ma sœur Laïlia, d'ailleurs, qui a créé le centre de soins pour animaux sauvages Herminia, qui elle a fait 3 enfants. Donc j'ai 3 neveux et nièces. Bah voilà. Et puis j'adore justement les emmener sur le terrain. Ils sont déjà fans. Alors, ils ont pas encore la patience, mais on a été filmer le Balbuzard avec mon neveu là dimanche passé. Et voilà, donc moi j'ai le beau rôle là parce que je les emmène juste pour avoir du bon temps, donc c'est sympa. Donc ouais, j'aime ça, mais c'est vrai que ça reste peut-être un échec pour moi, ouais. Je me suis pas reproduit, quoi. Donc je passe ma vie à regarder les oiseaux en train de se reproduire, puis moi pendant ce temps je fais rien du tout. Donc oui, c'est un échec, ça. S'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie professionnelle ou personnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment ? Professionnellement, je dirais ce que j'ai réalisé un peu tard, c'est que peut-être les relations sont peut-être même plus importantes que les compétences. Ah. Voilà. Donc ça, effectivement, moi j'étais peut-être un peu trop intransigeant, un peu trop. À 20 ans, on sait mieux que tout le monde, hein, c'est clair. Et puis voilà. Puis c'est vrai que j'étais pas trop diplomate. Peut-être je me suis mis pas mal de monde à dos pour ça. J'ai pas trop faire attention à à comment j'étais considéré, peut-être, je sais pas. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je ferais peut-être plus attention, plus soigner les relations, parce que c'est finalement ça qui aide beaucoup. C'est ça qui reste. En tout cas, ça aide. Non, professionnellement, ça aide les relations. Donc, c'est clair que heureusement que j'ai quand même été faire de la biologie à l'Uni, parce que c'est quand même là que j'ai pu rencontrer des gens. Et puis si on rencontre pas des gens, c'est compliqué, hein. Donc voilà, c'est grâce à mon assistante botanique, par exemple, que j'ai eu mon premier mandat, qui était d'ailleurs un mandat de herpétologique. Je vais recenser les vipères aspics dans les vignobles de Lavaux. D'accord. Parce qu'ils étaient en train de refaire tous les murs, parce qu'évidemment, il y a certains murs qui étaient vieillots puis qui menaçaient de s'écrouler. Alors en fait, ils ont jointoyé, ils ont refait tous les murs de Lavaux. Et là, ils ont fait pas mal de dégâts là sur les reptiles. Ouais. Enfin voilà, donc c'est par exemple le genre de choses que. Oui, alors ça c'est aussi une chose, c'est que quand on doit vivre de l'écologie, c'est beaucoup. On a là par exemple, j'ai passé pas mal cette dernière décennie à conseiller pour des projets de parcs éoliens, par exemple, typiquement. Donc on est parfois aussi considéré comme un traître parce qu'on travaille pour les entreprises. Oui. Énergétique. Donc voilà, c'est pas toujours facile. On peut pas faire que purement de l'ornithologie, à moins d'avoir un poste comme prof à l'Uni ou quelque chose comme ça, ou enfin voilà, c'est des postes qui n'existent en fait pratiquement pas en Suisse, parce que même enfin voilà. Ouais. Ou un poste éventuellement à la station ornithologique, mais ce sera pas forcément un poste où on va faire de l'ornithologie de terrain, par exemple. Oui, donc, en fait, moi, ce qui était surtout important pour moi, c'est que je puisse aller sur le terrain, que je puisse gérer mon temps comme je veux. Et ça que j'ai gagné, c'est cette liberté. Mais cette liberté, elle se paye aussi. Ouais. Mais donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps à observer les flux migratoires, par exemple, tout ça, dans le cadre de projets de parcs éoliens. Voilà, j'ai aussi fait des découvertes comme ça, j'ai aussi trouvé des choses comme ça.
en étant sur le terrain. Pour moi, voilà, c'est ça, c'est vraiment très important que j'ai pas des horaires fixes. Après, il y a plein de contraintes. Faut pas imaginer. Moi, je dois écrire des rapports et tout, mais par exemple, là, je peux les écrire la nuit ou je les fais en hiver. Ou voilà, il y a peut-être moins de choses à faire. C'est pas des horaires de bureau classiques. Voilà, c'est pas les horaires de bureau classiques, c'est pas pour moi. C'est non. pas pour vous. Qu'est-ce que vous trouvez beau, Lionel? Alors, j'imagine le monde des oiseaux, mais est-ce qu'il y a quelque chose particulièrement qui vous touche, dont vous pourriez nous parler, quelque chose que vous trouvez soit vraiment beau au sens premier du terme, c'est-à-dire esthétique, soit plus métaphorique? Non, je suis fasciné en général par la beauté de la nature, que ce soit les fleurs, n'importe quoi, ou même certains animaux parfois dans leur laideur aussi sont fascinants. Les poissons des abysses, par exemple, c'est extraordinaire aussi. Avec leur lanterne, ce qui me fascine, c'est que la nature, elle a produit des êtres qui sont, même l'imagination humaine n'arrive pas à faire des choses aussi parfaites. Et qu'on pourrait quand on essaye d'inventer des animaux incroyables, ou par exemple comme dans ce film là qui est paru en 2006 là, c'était Avatar. Oui. Alors, ils ont créé des animaux, j'ai trouvé assez intéressant. Ils ont créé des animaux imaginaires, rigolos. Mais c'est toujours à côté de la plaque. C'est-à-dire que c'est jamais, on sent que c'est pas juste. Un animal, il peut avoir n'importe quelle forme, la forme d'une rascasse, un truc incroyable, mais il est toujours juste, parce que justement, il a été à l'épreuve de l'évolution, donc il est forcément juste. C'est ça qui est extraordinaire. Puis c'est toujours je crois que c'est ça qui me fascine dans la nature, c'est cette quête de vérité. Parce que j'ai très vite eu ce problème qu'avec l'homme, en fait, on s'invente beaucoup de choses et on sait plus où est la limite entre le vrai et le faux. Alors, par exemple, j'avais ce gros problème entre les dinosaures, ça paraissait un truc incroyable, et pourtant c'était vrai, ça avait existé. Alors que, par exemple, Dieu ou des choses comme ça, il fallait décider si l'un était une invention, et puis l'autre pas. Alors, j'ai compris que Dieu était une invention humaine. Et ça aussi, à part ça, c'est fascinant. Donc, c'est cette quête de l'homme pour. Il y a aucune société humaine qui existe sans spiritualité. L'homme, c'est ça qui est fascinant aussi. Ce qui me fascine chez l'homme, c'est cette quête de spiritualité, justement. Ce qui est fascinant aussi chez l'homme, c'est la capacité d'empathie. Et ça, plus j'observe les animaux, justement, plus je me rends compte de l'importance de l'empathie. Il y a de l'empathie chez les animaux? Non, justement pas. Ah oui. Donc de l'importance de l'empathie qu'on trouve chez l'homme, justement. Non, justement, l'empathie dans la nature, il n'y a pas. Donc quand je parle d'empathie, c'est pas l'amour d'une mère pour son petit, hein. Donc ça, c'est bien clair que c'est pas du tout de ça que je parle. C'est de pouvoir se mettre à la place de l'autre, de pouvoir pouvoir comprendre, par exemple, la souffrance de l'autre. Et voilà, je me souviendrai toujours cette scène. On a vu un ours blanc qui a mangé trois jeunes goélands qui étaient encore incapables de voler. Je guidais un groupe au Spitzberg, au Svalbard. Et puis bon, les gens ont vraiment été choqués par cette scène, parce que c'est vrai que c'était absolument épouvantable de voir ça, la manière comme il l'a fait. Et effectivement, il faut bien comprendre que, comme disait Robert Hénard, la nature est belle, mais elle n'est pas bonne. Et effectivement, Et puis maintenant, ce que je vois aussi, donc vous me demandiez par rapport aux idées reçues et tout ça, je vois de plus en plus d'anthropomorphisme dans pas mal aussi même des études scientifiques. On essaye de mettre en évidence l'empathie chez les animaux. Et là, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je pense qu'il y a pas mal beaucoup d'anthropomorphisme. Disons que c'est quand même rassurant d'être un être humain. Et ça, je vous dis, passe ma vie à observer les animaux sauvages. C'est un peu différent avec les animaux domestiques. Effectivement, on a l'impression presque que l'homme déteint un peu. Mais c'est normal parce qu'il sélectionne. Donc, quand vous sélectionnez les races de chiens, c'est des chiens qui viennent toujours plus gentils, plus dociles. Et effectivement, vous avez des chiens qui sont plus que empathie, si on veut. Ils sont plus que ça.
parce qu'ils ont été sélectionnés pour ça. Et en fait, ils ne peuvent pas vivre sans vous. Un chien, il peut pas vivre sans vous. Vous êtes sa vie, en fait. Donc c'est pour ça que les gens aiment tellement les chiens, parce qu'ils leur donnent des preuves d'amour, entre guillemets, mais c'est complètement unilatéral. L'amour d'un être humain, pour un animal, pour moi, ça c'est ma vision, hein, elle est unilatérale. Nous, on aime nos animaux domestiques et tout ça. Mais après, l'animal, est-ce qu'il vous aime? Est-ce que c'est de l'intérêt? Voilà. C'est pas évident. En tout cas, j'aimerais pas trop me réincarner dans un animal sauvage. Donc en fait, vous ne rêvez pas d'être un oiseau. Bon, pour moi, la vie d'un oiseau, souvent, elle est quand même assez courte. Ouais. Les petits passereaux, ils vivent quelques années, ils vivent 2-3 ans, peut-être parfois 4-5 ans. Bon, c'est différent pour les grandes espèces. Il y a des aigles qui peuvent vivre 30-40 ans, il y a des albatros qui peuvent vivre 70 ans, des perroquets qui peuvent vivre encore plus, apparemment. Donc oui, il y a des oiseaux qui vivent longtemps, mais je dirais que chaque jour, c'est une victoire pour un oiseau. Chaque jour, les conditions dans lesquelles certains petits oiseaux passent l'hiver, par exemple, dans la tempête, des températures incroyables après. Enfin bon, ça c'est aussi la chose qui me fascine, c'est que des êtres si petits, avec un métabolisme si élevé, comme les roitelets, par exemple, les roitelets qui pèsent 5 grammes, qui sont insectivores, donc qui se nourrissent d'insectes microscopiques, qui sont logés dans les rainures des aiguilles de sapin. Ils arrivent à survivre à des températures de moins 20, moins 30 dans le Jura ou dans les Alpes, à 2500 mètres d'altitude. C'est des choses voilà, ça paraît vraiment la science-fiction, quoi, pratiquement. Je sais plus pourquoi j'ai dit ça, mais parce que vous ne rêvez pas d'être un oiseau. Parce que c'est pas si non. facile. C'est ça, je rêve pas d'être un vautour à aller enfouir ma tête dans les entrailles, non. Encore quelques petites questions pour vous. Est-ce qu'il y a une citation ou une maxime qui vous parle, qui vous touche aussi et que vous pourriez nous partager? S'il y en a une que de temps en temps vous répétez, ou peut-être que vous avez noté quelque part. Alors celle que j'ai notée, c'est dans la préface de mon livre Les oiseaux de Suisse, de notre livre Les oiseaux de Suisse. On est riche de ce qu'on laisse, pas de ce qu'on prend. Alors je l'avais trouvé dans un livre de Robert Hénard, qui était un graveur, sculpteur, naturaliste et aussi écrivain, qui m'a beaucoup marqué. Mais apparemment c'est une maxime qui est plus ancienne, tout ce qu'on m'a dit, mais voilà, je sais pas. Elle est très belle. Encore 3 questions pour vous. Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que vous constatez que le monde autour de vous, globalement, est plutôt pas très en phase avec quelque chose que vous pensez. Vous en avez déjà dit un peu. Dans l'actualité, il y a une chose où on parle plus que maintenant des plantes, des espèces invasives, la faune invasive et tout ça. Et je vois que l'État ne fait plus que d'essayer d'éradiquer ces espèces, qu'on dit invasives. Et là, j'ai poussé un coup de gueule. En fait, pour moi, on fait plus de mal que de bien en faisant ça. C'est-à-dire que le remède est pire que le mal. En fait, on détruit des habitats, parce qu'il faut pas oublier que ces plantes invasives, en fait, elles peuvent aussi être bénéfiques. Elles produisent aussi, elles sont source de nourriture. Il y aurait quoi comme plante invasive? Alors typiquement, les plantes invasives, ça peut être les solidages, Solidago canadensis, ça peut être les vergerettes, ça peut être n'importe quoi. Mais ces plantes, elles offrent de la nourriture pour les insectes, par exemple, pour les abeilles, pour les papillons. Et puis alors que justement, on éradique nos plantes indigènes, on éradique nos chardons, qui sont justement ceux qui seraient censés produire cette nourriture. Et donc on éradique ces chardons, et puis en même temps après on veut éradiquer les plantes invasives. Ça n'a pas de sens. Aussi, en plus, ces mesures, elles sont inefficaces. C'est surtout ça. Elles sont coûteuses et inefficaces. Dans un système écologique ouvert, ça sert à rien. C'est simplement. Oui, ça c'est le fantasme de l'homme de tout contrôler, quoi. Et puis, en plus, c'est très valorisant parce que les gens, tout à coup, on leur a enseigné, voilà, cette plante, c'est une plante invasive. Par exemple, Solidago canadensis, là, le solidage.
qui est d'ailleurs partout. Vous allez le voir dans tous les jardins, dans toutes les réserves naturelles, dans toutes les bordures, dans tous les talus, vous allez voir des solidages. Il y en a partout. On mettra une photo sur YouTube, messieurs, dames, du solidage. Partout. Donc, ça sert à rien d'essayer de l'éradiquer. Mais on va enseigner à des gens, voilà, ça c'est une plante qu'il faut éradiquer. Alors les gens, ils reconnaissent, ah ouais, alors je peux l'éradiquer. Alors ils sont tout contents parce qu'ils pensent qu'ils sont utiles comme ça. Voilà, parce que ça c'est vrai qu'ils peuvent faire ça. Ils reconnaissent cette plante, ils peuvent la couper, enfin ils peuvent l'enlever. Mais par exemple, on a oublié que c'est grâce à la moule zébrée, qui était une espèce de moule invasive qui venait de la mer Noire, qui est arrivée dans les années 60 dans nos lacs, qu'on a eu toutes ces populations de canards qui sont venues hiverner. Parce qu'ils étaient très friands de cette moule. Et avant qu'il y ait cette moule, il n'y avait pratiquement pas de fulicules sur nos lacs, il n'y avait pratiquement pas de vie sur nos lacs. Donc, parce qu'il n'y avait rien à manger. Quoi. Et puis, ce qui est drôle, c'est que cette moule zébrée s'est fait supplanter par une autre invasive qui s'appelait la palourde asiatique ou coque de Corée, qui a duré 10 ans, mais qui avait une coque beaucoup plus épaisse, beaucoup trop dure pour les canards. Donc, elle a été dédaignée par les canards, mais nos rivages sont encore complètement plein de ces coquilles de palourde, qui elle-même s'est fait supplanter maintenant par la moule quagga, qui est l'envahissante maintenant du moment qu'il faut absolument éradiquer. Et puis en fait, on voit qu'il suffit de laisser faire les choses. Et puis, en fait, les espèces invasives, elles suivent des courbes comme ça. Il y a des courbes exponentielles au début, parce que c'est des espèces, tout à coup, elles trouvent un milieu qui est favorable pour leur développement. Le prédateur n'a pas encore compris qu'il pouvait s'en servir. Donc, elles vont tout à coup, elles vont donc être exponentielles, et puis elles vont atteindre un plateau au sommet. Et puis après, elles vont diminuer. Puis elles vont rester, mais elles vont rester à un stade beaucoup plus bas. Et cette courbe, on l'observe dans la nature tout le temps. Pour les espèces invasives, typiquement. Quand il y a une poussée. C'est-à-dire, ça va sûrement se stabiliser par des phénomènes naturels, probablement, sans doute. Et alors, je dis pas que ça justifie pas de pas lutter dans certains cas. Typiquement, il y a le cas de l'écrevisse à pattes blanches, qui est une écrevisse indigène, en fait, qui n'a pas supporté la concurrence des écrevisses américaines, qui sont plus grosses, qui sont bonnes à manger. Donc, on les a introduites dans nos lacs. Maintenant, on a 5 espèces d'écrevisses américaines dans le lac Léman, et plus du tout une espèce indigène. En fait, ces espèces américaines, elles ont introduit des maladies. Et nos écrevisses ne supportent pas ces maladies-là, elles ne sont pas du tout adaptées. Ils n'ont pas réussi à trouver la parade contre ces maladies. Donc, l'écrevisse à pattes rouges et l'écrevisse à pattes blanches, en fait, elles ont quasiment disparu. Et surtout, l'écrevisse à pattes blanches, on ne la trouve plus que maintenant dans le haut des ruisseaux, dans les petites rivières. Et là, effectivement, on essaye de barrer la route aux espèces d'écrevisses signales, par exemple, qui sont en train de remonter ces rivières. On essaie de faire des barrages infranchissables pour ces invasives. Dans des systèmes qui sont plus ou moins confinés comme ça se justifie parce qu'on voit qu'on arrive quand même à, en tout cas, retarder l'échéance. Donc, je veux pas dire qu'il faut jamais rien faire, mais il faut vraiment bien peser le pour et le contre et puis voir si ça va être efficace. Il y a souvent des effets collatéraux. Exactement. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'études qui disent justement que les effets collatéraux sont importants, sont pires que le mal qu'on veut combattre. C'est comme, vous savez, quand on est malade et qu'on se bourre de médicaments, parfois ça fait plus de mal. Voilà, mais c'est un petit peu, si on regarde ce qui s'est passé avec le Covid, ceux qui ont J'osais pas trop faire un parallèle, mais c'est quand même, je pense... Bon, vous pouvez couper ou bien si jamais au montage. Je garde tout. Ah, vous gardez tout? On verra, mais... Mais le Covid, par exemple, les pays qui ont pu s'essayer de retenir, comme la Chine typiquement, ils ont simplement retardé la vague. Oui, on peut pas. Et puis, comme vous dites, c'est cette courbe, en fait, ça paraît démesuré au début, puis finalement, ça se tasse, quoi, parce qu'on s'adapte. Exactement. Il y a une adaptation, et en fait, on s'adapte beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Ouais. Et puis même, le virus lui-même, en fait, il avait justement intérêt à pas tuer ses proies, enfin, ses hôtes. Donc, il a assez vite compris comment faire pour pas le tuer, justement. Ouais. Intéressant. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez déjà changé d'avis? Justement sur ces plantes invasives. Moi, j'étais plutôt justement un peu ayatollah dans le genre il faut toutes ces plantes tous ces animaux que l'homme introduit, il faut les éradiquer, tout ça. J'étais assez plutôt disons intégriste dans ce sens-là. Et puis là, j'ai un peu changé d'avis. Ouais. D'ailleurs, je me souviens de mon professeur de botanique, Pierre Hénard, le fils de Robert Hénard, justement. Okay.
je l'avais comme prof de botanique. Et c'était un des tout premiers cours. Il avait dit justement qu'en fait cette chasse aux sorcières, enfin cette chasse aux invasives, elle était inutile en fait. Et puis qu'il fallait plutôt justement voir les bons côtés, et puis que si elles étaient là, c'est qu'il y avait une raison. Il y avait une raison, ouais. Hein? En fait, c'est ça. Puis moi, ça m'avait un peu choqué au début. Je me dis, mais pourquoi il dit ça? Enfin, j'étais pas très convaincu au début. Et puis en fait, maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends mieux. Je pense qu'il avait totalement raison, et que justement, de toute façon, s'il y a une espèce invasive, c'est laquelle? On sait quelle est l'espèce invasive. C'est nous. C'est nous. Oui, c'est sûr. Donc c'est ça, c'est nous. Donc pourquoi essayer de lutter là contre? C'est pas possible. Dernière question pour vous, Lionel. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué parce que, je sais pas, il vous a touché, il a peut-être changé votre manière de voir les choses, ça peut être il y a très longtemps, ça peut être récemment. Donc, alors moi, j'ai beaucoup lu quand j'étais enfant. Donc j'ai lu quasiment tout Jules Verne avant d'être adolescent, pratiquement. Donc oui, Jules Verne avait été marqué, mais il y en a un spécifiquement que vous aviez non, aimé. mais le Petit Prince. Ouais, le Petit Prince. Ouais, c'est extraordinaire cette histoire-là. Avec justement cette idée il y a justement cette idée de l'animal sauvage qu'on domestique, hein, le renard. Si tu m'apprivoises, je serai unique, mais si tu m'apprivoises pas, je resterai comme les autres renards sauvages. Moi, je suis resté plutôt à ne pas vouloir apprivoiser les oiseaux, mais bon, j'avais quand même apprivoisé un rouge-gorge au début. Mais c'est vrai que je suis plutôt resté à observer, à me cacher pour observer les comportements, pour être plus proche de la vérité. C'est ça, en fait. Lionel, je vous remercie infiniment pour votre temps. Je vous remercie d'être venu jusqu'ici à Védis. Avec plaisir. C'est un magnifique endroit ici. Ouais, et on va pouvoir aller explorer en plus tout ça ensemble et aller observer. On va chercher le martin pêcheur. On va aller le chercher. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, vous pourriez nous dire où est-ce qu'on peut peut-être vous aider, vous soutenir, vous contacter si on a besoin, si on veut faire des observations. Donc évidemment, il faut aller voir l'île aux oiseaux. Oui, bien sûr. Donc il y a le site internet oiseau.ch. Sans X, c'est le Cercle ornithologique de Lausanne. Avec X, c'est un peu plus un site plus personnel. Avec la Birdline, c'est un site de partage d'observations, donc on peut partager nos photos et nos observations sur ce site, par exemple. Donc le Cercle ornithologique de Lausanne, voilà, je prêche pour ma paroisse. Prêcher. Voilà. Oiseau.ch. Puis vous verrez, vous pouvez venir voir nos réalisations, notamment à Prévrange, avec la Maison de l'île aux oiseaux aussi, qui est l'initiative de mon autre collègue Frank Lehmans, qui s'est beaucoup investi pour ce projet-là. Et c'est en fait un petit centre d'accueil du public. Et d'ailleurs, lui, il est enseignant et on accueille maintenant des classes. Donc c'est un peu aussi notre mission, c'est d'éveiller l'intérêt des jeunes pour l'ornithologie ou simplement la connaissance de la nature plus largement. Et des écosystèmes du littoral lémanique notamment. Et une dernière question pour vous, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui carrément ont envie de vous soutenir financièrement ou qui sont à la tête d'entreprises, d'associations, enfin qui peuvent en fait devenir sponsors par exemple, quel est le meilleur moyen de vous contacter pour ce genre de choses? Alors, typiquement via notre site. Hein, ouais, donc, sur oiseau.ch. Donc on a une association d'utilité publique, donc les donations sont déduites des impôts. Et on ne fonctionne qu'avec des dons, hein. C'est cotisation des membres et dons. On est tous bénévoles au Cercle ornithologique. Tout l'argent qui est versé va pour nos réalisations en fait. Donc simplement, vous avez les coordonnées bancaires sur le site. Il y a aucun. Tous les contacts figurent sur le site. Donc, super. Lionel, un grand merci. Messieurs, merci dames, pour votre invitation. Avec grand plaisir, messieurs, dames, je vous laisse aller étudier tout ça d'un peu plus près. Allez donc sur le site de Lionel et je mettrai tous les liens
pour que vous puissiez trouver les infos. Et je vous remercie d'avoir passé ce temps avec nous, d'avoir éveillé la curiosité, je pense, de nos auditeurs sur un sujet qu'ils connaissent pas forcément. Et moi, de m'avoir fait briller les yeux, parce que maintenant, je sais que je vais aller voir mon Martin Pêcheur avec vous. Aïe, 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 j'espère. J'ai une grosse pression là. J'espère qu'on va le trouver. J'espère aussi. Merci Lionel. Merci à vous.